En mars 1989, Élise Fontaine disparaît de sa maison à Nantes sans laisser de traces. Pendant 34 ans, sa famille vit avec un vide impossible à combler, cherchant désespérément des réponses qui ne viennent jamais. Son mari Jacques refuse de toucher à quoi que ce soit dans la maison, gardant chaque objet exactement à sa place, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. En 2023, après la mort de Jacques, ses deux enfants retournent dans la maison familiale pour la préparer à la vente. C'est en arrachant les vieilles planches du parquet que Mathieu découvre quelque chose qui va bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère, sur son père et sur les 34 années de mensonges qui ont suivi. Une lettre cachée sous le plancher. Une lettre écrite de la main d'Élise, une lettre qui contient un secret si terrible que son père a préféré mourir plutôt que de le révéler. Qu'est-ce qui peut pousser une mère aimante à disparaître sans un mot? Et pourquoi son mari a-t-il choisi de protéger ce secret jusqu'à son dernier souffle? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, ville portuaire de la côte atlantique française, a toujours été marquée par son histoire ouvrière et maritime. Dans les années 80, la ville traversait une période de transformation profonde. Les anciens chantiers navals fermaient leurs portes les uns après les autres, laissant des milliers de familles dans l'incertitude. Le quartier de Chantenay, autrefois animé par les ouvriers des chantiers, voyait ses rues se vider progressivement. Les maisons centenaires, construites en pierre de tuffeau caractéristique de la région, témoignaient d'une époque plus prospère. C'est dans ce contexte que vivait la famille Fontaine. Leur maison, située rue du Port-Guichard, était l'une de ces anciennes demeures ouvrières à 2 étages, avec des murs épais et des plafonds hauts. Jacques Fontaine, 45 ans en 1989, travaillait comme comptable dans une entreprise de transport fluvial sur la Loire. C'était un homme réservé, méthodique, qui rentrait chaque soir à la même heure et suivait une routine immuable. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de fiable, mais distant, qui parlait peu de sa vie personnelle. Élise, son épouse, avait 42 ans. Elle travaillait à mi-temps comme secrétaire dans une école primaire du quartier. Les parents d'élèves et les enseignants l'appréciaient pour sa douceur et sa patience. Elle avait ce don rare de mettre les gens à l'aise, d'écouter vraiment quand quelqu'un lui parlait. Petite femme aux cheveux châtains coupés courts, elle portait toujours des vêtements simples, mais soignés. Son sourire était sa caractéristique la plus mémorable. Un sourire qui illuminait son visage, même dans les moments difficiles. Le couple avait 2 enfants. Mathieu, l'aîné, avait 17 ans et préparait son baccalauréat. C'était un adolescent studieux, plutôt introverti, qui passait la plupart de son temps libre à lire ou à écouter de la musique dans sa chambre. Il rêvait d'étudier l'histoire à l'université, une ambition que son père considérait avec un certain scepticisme, préférant le voir suivre une formation plus pratique. Camille, 14 ans, était tout le contraire de son frère. Extravertie et passionnée de danse, elle passait ses après-midi au conservatoire municipal. Elle avait hérité du tempérament chaleureux de sa mère et de sa capacité à se lier facilement d'amitié. La vie des Fontaines semblait ordinaire, presque banale. Ils n'étaient ni riches ni pauvres, ni particulièrement heureux, ni manifestement malheureux. Comme tant d'autres familles du quartier, ils naviguaient dans la routine quotidienne avec ses petites joies et ses frustrations ordinaires. Jacques était un homme de peu de mots, mais il subvenait aux besoins de sa famille. Élise compensait la froideur émotionnelle de son mari par sa chaleur maternelle. Les enfants grandissaient normalement avec leurs propres préoccupations d'adolescents. Pourtant, ceux qui connaissaient bien Élise avaient remarqué certains changements subtils au cours de l'hiver 1988-89. Sa collègue à l'école, Madame Leclerc, se souviendrait plus tard qu'Élise semblait parfois perdue dans ses pensées, regardant par la fenêtre pendant de longues minutes. Elle avait aussi commencé à perdre du poids, bien qu'elle prétendait simplement faire attention à son alimentation.
Ses mains tremblaient légèrement quand elle tenait sa tasse de café pendant les pauses. Quand Madame Leclerc lui demandait si tout allait bien, Élise répondait toujours par son sourire habituel et une assurance que oui, tout allait parfaitement bien, juste un peu de fatigue. Le quartier de Chantenay, en cette fin des années 80, était encore un endroit où tout le monde se connaissait. Les commerçants vous appelaient par votre prénom. Les voisins discutaient sur le pas de leur porte, et les enfants jouaient dans les rues pavées sans surveillance constante. Cette proximité sociale, qui pouvait sembler réconfortante, avait aussi son revers. Les secrets étaient difficiles à garder. Les apparences comptaient énormément. Une famille qui ne correspondait pas aux normes sociales se retrouvait rapidement au centre des ragots et du jugement. La France des années 80 était encore marquée par des attitudes conservatrices concernant certains sujets, particulièrement dans des villes de province comme Nantes. La santé mentale restait un tabou profond. On ne parlait pas de dépression, d'anxiété ou de troubles psychologiques. Ces choses-là se cachaient derrière les portes closes. Les gens qui consultaient des psychiatres le faisaient en secret, prenant des rendez-vous dans des villes voisines pour éviter d'être reconnus. L'image de la famille parfaite, fonctionnelle, était une façade que chacun s'efforçait de maintenir, quelle que soit la réalité derrière les murs de la maison. C'est dans ce contexte social complexe, fait de non-dits et d'apparences, que se déroulèrent les événements de mars 1989. Une période où disparaître semblait parfois plus simple que d'affronter certaines vérités. Une époque où le poids du regard des autres pouvait devenir insupportable et où l'amour, aussi profond soit-il, pouvait conduire aux décisions les plus déchirantes. Le mercredi 15 mars 1989 se levait comme n'importe quel autre jour de printemps à Nantes. Le ciel était couvert, typique de la saison dans cette région atlantique, avec cette lumière grise et douce qui baignait la ville. La température oscillait autour de 12 degrés, assez fraîche pour nécessiter un manteau, mais suffisamment clémente pour annoncer l'arrivée prochaine des beaux jours. Élise Fontaine se réveilla à 6h30, comme chaque matin. Jacques dormait encore à côté d'elle, respirant lourdement. Elle resta quelques instants immobile, regardant le plafond de la chambre avec ses moulures anciennes et ses fissures familières. Puis elle se leva doucement, enfila sa robe de chambre bleue et descendit à la cuisine préparer le petit déjeuner. Les gestes étaient automatiques, répétés des milliers de fois. Mettre l'eau à chauffer, sortir les bols, les tartines, le beurre et la confiture de fraises maison qu'elle avait préparée l'été précédent. À 7h, elle monta réveiller les enfants. Mathieu grommela quelque chose d'incompréhensible et se retourna dans son lit. Elle dut insister, comme chaque matin, avant qu'il ne se décide finalement à se lever. Camille était déjà éveillée, assise dans son lit en train de lire un magazine de danse. La jeune fille remarqua immédiatement que sa mère avait les yeux cernés et lui demanda si elle avait mal dormi. Élise sourit et répondit que non. Tout allait bien. Elle avait juste lu un peu trop tard. Un mensonge si naturel qu'il passa inaperçu. Le petit déjeuner se déroula dans le silence habituel des matins de semaine. Jacques lisait le journal Ouest-France, parcourant les nouvelles locales et les pages sportives. Mathieu mangeait rapidement, pressé de partir retrouver ses camarades avant les cours. Camille bavardait à propos d'une chorégraphie qu'elle devait répéter pour un spectacle prévu en mai. Élise les écoutait, hochant la tête aux moments appropriés, versant du café à Jacques sans qu'il ait besoin de demander. Une scène domestique parfaitement ordinaire, qui aurait pu être celle de n'importe quelle famille française ce matin-là. À 7h45, Mathieu partit le premier, son sac sur l'épaule. Il cria un rapide « À ce soir !» depuis le couloir. Élise se précipita pour l'embrasser sur la joue, un geste qui sembla agacer légèrement le jeune homme de 17 ans, mais qu'il accepta néanmoins. Elle le regarda partir par la fenêtre de la cuisine, suivant sa silhouette jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Plus tard, ce moment prendrait une signification qu'elle n'aurait jamais pu imaginer sur le moment. Camille partit à son tour 20 minutes plus tard. Cette fois, Élise la serra un peu plus longtemps dans ses bras. La jeune fille rit et dit que sa mère était particulièrement câline ce matin. Élise répondit simplement qu'elle l'aimait beaucoup, très beaucoup.
Camille l'embrassa et sortit en courant, car elle était en retard. À travers la vitre, Élise la regarda s'éloigner. Sa fille si vivante, si pleine d'énergie. Elle resta là, immobile, même après que Camille eut disparu de sa vue. Jacques monta se préparer dans la salle de bain. Élise entendit l'eau couler, puis le bruit familier de son rasoir électrique. Elle nettoya machinalement la table, rangea les bols dans l'évier. Ses mains tremblaient légèrement en essuyant la toile cirée. Quand Jacques descendit, costume gris et cravate bordeaux, elle l'aida à ajuster son col comme elle le faisait toujours. Il lui dit qu'il rentrerait probablement un peu tard, vers 19h30, car il avait une réunion avec les nouveaux clients de l'entreprise. Elle hocha la tête. Il prit sa serviette en cuir usé et sortit sans l'embrasser. La porte se referma avec un claquement sec. Élise se retrouva seule dans la maison silencieuse. Il était 8h40. Elle devait être à l'école pour 9h30. Elle monta lentement les escaliers jusqu'à sa chambre et s'habilla avec soin. Un chemisier blanc, une jupe beige, des chaussures plates marron. Elle se brossa les cheveux devant le miroir de la coiffeuse, regardant son propre reflet comme si elle cherchait à mémoriser son visage. Dans le tiroir du bas de la commode, elle prit quelque chose qu'elle glissa dans son sac à main. Personne ne la vit faire ce geste. Elle arriva à l'école primaire Jules Ferry à 9h20. Le directeur, M. Garnier, la croisa dans le couloir et remarqua qu'elle était très pâle. Il lui demanda si elle se sentait bien. Élise assura que oui, simplement un petit début de migraine, rien de grave. Elle s'installa à son bureau dans le secrétariat, face à la fenêtre donnant sur la cour de récréation où les enfants jouaient bruyamment. Madame Leclerc, qui travaillait au bureau voisin, se souviendrait plus tard de chaque détail de cette matinée. Élise semblait ailleurs, distante. Elle faisait des erreurs inhabituelles dans son travail, tapant à la machine des lettres qu'elle devait recommencer. Vers 10h30, elle demanda à Madame Leclerc si elle pouvait garder un secret. La collègue, intriguée, promit que oui, bien sûr. Élise sembla sur le point de dire quelque chose d'important, ouvrant la bouche, puis la refermant. Finalement, elle sourit tristement et dit que ce n'était rien, qu'elle se sentait juste un peu bizarre ces derniers temps. Madame Leclerc lui proposa de prendre une tisane, mais Élise refusa poliment. À 12h moins le quart, Élise se leva brusquement. Elle annonça qu'elle ne se sentait vraiment pas bien, qu'elle devait rentrer chez elle. Monsieur Garnier lui dit, bien sûr, qu'elle prenne soin d'elle. Elle rangea rapidement ses affaires, enfila son manteau bleu marine et sortit de l'école. Madame Leclerc la regarda partir depuis la fenêtre et eut une impression étrange, une sensation qu'elle ne parvenait pas à définir. Quelque chose dans la façon dont Élise marchait, droite et déterminée, comme si elle allait vers quelque chose d'inévitable. 3 personnes virent Élise Fontaine, après qu'elle quitta l'école. Madame Arnaud, la boulangère de la rue du Port-Guichard, la croisa vers 12h15. Élise acheta une baguette, comme toujours. Madame Arnaud noterait plus tard qu'elle semblait calme, presque sereine, pas du tout comme quelqu'un de malade. Elle lui souhaita une bonne journée et Élise répondit « À vous aussi » avec un sourire. Monsieur Le Breton, le facteur, la vit entrer dans sa maison vers 12h30. Il était en train de distribuer le courrier dans la rue. Il déposa 2 lettres dans la boîte des Fontaines et aperçut Élise qui ouvrait sa porte. Elle lui fit un petit signe de la main. Ce fut la dernière fois qu'on la vit vivante. La 3e personne fut Madame Poulain, la voisine d'à côté, une femme d'une 60aine d'années qui passait beaucoup de temps à sa fenêtre. Elle vit Élise entrer chez elle vers 12h30. Environ 1 heure plus tard, vers 13h30, elle entendit la porte de la maison des Fontaines s'ouvrir et se refermer. Elle ne vit personne, mais elle en était certaine, elle connaissait parfaitement le son de cette porte. Elle pensa simplement qu'Élise était ressortie faire une course. Personne d'autre ne rapporta avoir vu Élise Fontaine après 13h30, ce mercredi 15 mars 1989. Quand Camille rentra de l'école vers 17h, elle trouva la maison vide. Ce n'était pas inhabituel. Sa mère faisait parfois des courses l'après-midi. La jeune fille prépara son goûter, monta dans sa chambre faire ses devoirs, en écoutant de la musique. Mathieu arriva vers 18h.
Lui aussi remarqua l'absence de leur mère, mais n'y prêta pas vraiment attention. Il était habitué à une certaine indépendance. Ce fut Jacques qui, rentrant à 19h30 comme prévu, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était plongée dans l'obscurité, aucune odeur de cuisine. Élise préparait toujours le dîner, toujours. Il alluma les lumières, appela son nom. Pas de réponse. Il monta à l'étage, vérifia toutes les pièces. Le lit était fait, les affaires d'Élise étaient à leur place. Son manteau bleu marine était accroché dans l'entrée. Ses chaussures étaient rangées près de la porte. Mais elles n'étaient nulle part. Jacques demanda aux enfants s'ils avaient eu des nouvelles de leur mère. Non, aucune. Il téléphona à l'école, mais personne ne répondit à cette heure tardive. Il appela ensuite Madame Leclerc, dont il trouva le numéro dans le carnet d'adresse d'Élise. La collègue lui raconta qu'Élise était partie vers midi moins le quart, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Jacques raccrocha, le visage blême. Il attendit jusqu'à 22 heures avant de contacter la police. Peut-être était-elle allée chez le médecin. Peut-être avait-elle eu un malaise quelque part. Mais à 22 heures, face au silence et à l'inquiétude grandissante, il se rendit au commissariat central de Nantes, rue de la Marne. L'officier de permanence, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants, prit sa déposition avec attention. Une femme de 42 ans, partie de chez elle vers 13h30, qui n'était jamais arrivée nulle part. Pas d'antécédents de fugue, pas de problèmes conjugaux apparents, pas de raison évidente de disparaître. Les premières 24 heures d'une disparition sont cruciales, c'est ce que l'officier expliqua à Jacques. On allait immédiatement contacter les hôpitaux, vérifier s'il y avait eu des accidents. On allait parler aux voisins, aux commerçants, à tous ceux qui auraient pu la voir. Jacques hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Dans sa tête tournait une seule question, lancinante et terrible. Où était-elle allée? Et surtout, pourquoi était-elle partie sans rien dire à personne? Les 48 premières heures après la disparition d'Élise furent un tourbillon d'activités frénétiques et d'espoirs désespérés. La police de Nantes mobilisa immédiatement des ressources importantes. L'inspecteur Bernard Collet, un homme de 52 ans avec 30 ans d'expérience dans la police judiciaire, prit la direction de l'enquête. Il avait déjà traité plusieurs cas de disparition et il savait que les statistiques n'étaient pas encourageantes. La plupart des adultes qui disparaissaient volontairement refaisaient surface dans les jours suivants. Ceux qui ne revenaient pas rapidement étaient généralement victimes d'un accident ou d'un acte criminel. L'enquête de voisinage révéla peu d'éléments nouveaux. Oui, Madame Poulain avait entendu la porte s'ouvrir et se fermer vers 13h30. Non, elle n'avait vu personne. Madame Arnaud confirma avoir vendu une baguette à Élise vers 12h15 et que celle-ci semblait parfaitement normale. Monsieur Le Breton, le facteur, se souvenait de son signe de la main. Tous décrivaient une femme calme, posée, qui ne montrait aucun signe de détresse. Les hôpitaux de Nantes et des environs furent contactés. Aucune femme correspondant à la description d'Élise n'avait été admise. Les gares furent vérifiées. Personne correspondant à son signalement n'avait acheté de billets ce jour-là. Son compte bancaire ne montrait aucun retrait inhabituel. Elle n'avait pris ni argent liquide en quantité significative, ni carte de crédit, ni papier d'identité, autre que ceux qu'elle portait habituellement dans son sac. Sa brosse à dents était toujours dans la salle de bain. Ses médicaments, y compris ceux pour sa thyroïde qu'elle prenait quotidiennement, étaient dans l'armoire à pharmacie. L'inspecteur Collet interrogea longuement Jacques. L'entretien fut difficile. Jacques était un homme qui exprimait peu ses émotions, mais cette fois, il était manifestement sous le choc. Non, il ne s'était pas disputé. Non, il ne lui connaissait pas de liaison. Non, elle ne lui avait jamais parlé de vouloir partir. Oui, elle semblait fatiguée ces derniers temps, mais rien d'alarmant. L'inspecteur observa cet homme rigide, enfermé dans son costume et dans son silence, et se demanda ce qui pouvait bien se cacher derrière cette façade de normalité. Mathieu et Camille furent également interrogés avec plus de douceur. Les deux adolescents étaient dévastés, particulièrement Camille, qui pleurait sans pouvoir s'arrêter. « Mathieu,
plus contenus, répondaient aux questions de façon mécanique. Non, leur mère ne leur avait rien dit d'inhabituel. Non, ils n'avaient pas remarqué de changement majeur dans son comportement. Oui, elle avait été un peu plus silencieuse dernièrement. Mais ils avaient mis cela sur le compte de la fatigue ou peut-être du stress au travail. Madame Leclerc, la collègue d'Élise, fournit des informations plus intéressantes. Elle raconta à l'inspecteur Collet qu'Élise avait semblé différente ces derniers mois, plus distante. Elle avait perdu du poids. Ses mains tremblaient parfois. Et ce dernier matin, elle avait voulu lui confier quelque chose, mais s'était rétractée au dernier moment. L'inspecteur nota soigneusement ces détails. Il suggérait une détresse intérieure, qu'Élise avait soigneusement cachée à sa famille. Des affiches avec la photo d'Élise furent plaçardées dans tout Nantes. On la voyait sourire sur cette photo prise lors des dernières vacances d'été. Femme de 42 ans, 1,60 m, cheveux châtain courts, yeux marrons, disparue le 15 mars. Toute personne ayant des informations était priée de contacter immédiatement la police. Les journaux locaux, Presse Océan et Ouest France, publièrent des articles sur sa disparition. La télévision régionale diffusa son portrait lors du journal de 20 heures. Pendant une semaine, le téléphone des Fontaines sonna constamment. Des gens qui croyaient l'avoir vue ici ou là. Une femme lui ressemblant à la gare de La Rochelle, une autre à Angers. Toutes les pistes furent vérifiées. Toutes s'avérèrent être de fausses alertes, des ressemblances fortuites, des confusions de bonne foi. Les plongeurs de la police fouillèrent la Loire et l'Erdre, les deux rivières traversant Nantes. C'était une procédure standard dans les cas de disparition. On ne trouva rien. Des recherches furent organisées dans les zones boisées autour de la ville. Des volontaires, des voisins, des collègues d'Élise passèrent des journées entières à ratisser les bois, les champs, les fossés. Rien. Pas un vêtement, pas un indice, pas une trace. Élise Fontaine semblait avoir tout simplement cessé d'exister après être sortie de sa maison ce mercredi après-midi. Au bout d'un mois, l'enquête commença à ralentir. Il n'y avait plus de nouvelles pistes à explorer. L'inspecteur Collet n'abandonna pas le dossier, mais il dut admettre qu'il se trouvait dans une impasse. Sans corps, sans témoin, sans mobile apparent, il était impossible de savoir ce qui s'était passé. 3 théories principales émergèrent. La première, un départ volontaire. Élise avait peut-être une vie secrète, une liaison, une raison de fuir. La deuxième, un accident. Elle avait pu tomber dans un endroit où son corps n'avait pas encore été découvert. La troisième, la plus sombre, un acte criminel. Quelqu'un aurait pu l'enlever, la tuer, faire disparaître son corps. Jacques refusait de croire à la première hypothèse. Sa femme ne serait jamais partie volontairement en abandonnant ses enfants. C'était impensable, impossible. Mathieu, avec son esprit analytique de futur historien, penchait pour l'accident. Sa mère avait peut-être eu un malaise, était tombée quelque part où personne ne l'avait trouvée. Camille, elle, ne voulait croire à aucune de ces théories. Sa mère était vivante quelque part, amnésique peut-être, mais vivante. Elle allait revenir, elle devait revenir. La vie dut reprendre malgré l'absence. C'est la partie la plus cruelle de ces situations. Le monde continue de tourner même quand votre monde personnel s'est arrêté. Jacques retourna au travail après 3 semaines. Mathieu passa son baccalauréat en juin, obtenant des résultats honorables, mais loin de ce dont il était capable. Camille abandonna la danse. Elle ne pouvait plus supporter d'entrer dans cette salle où sa mère l'avait accompagnée tant de fois. La maison de la rue du Port-Guichard devint un mausolée silencieux. Jacques refusa de toucher aux affaires d'Élise. Ses vêtements restèrent dans l'armoire. Sa brosse à cheveux sur la coiffeuse, avec quelques cheveux châtains encore pris dans les poils. Sa tasse à café, celle avec des fleurs bleues qu'elle utilisait chaque matin, resta dans le placard à sa place habituelle. Jacques ne put jamais se résoudre à la jeter ou même à la déplacer. Les voisins, dans les premiers mois, faisaient preuve de compassion. Madame Poulain apportait régulièrement des plats cuisinés. D'autres voisines proposaient de s'occuper du ménage, des courses. Mais avec le temps, comme toujours, l'attention se dispersa. Les gens avaient leur propre vie,
leurs propres problèmes. La famille Fontaine devint progressivement cette famille tragique dont on parlait à voix basse. Vous savez, celle dont la mère a disparu. Et Mathieu quitta Nantes à l'automne 1989 pour étudier l'histoire à l'université de Rennes. Ce fut un soulagement pour lui de partir, d'échapper à cette maison hantée par l'absence. Il appelait régulièrement, revenait pour les vacances, mais on sentait qu'il était ailleurs mentalement. Il s'était construit une nouvelle vie où le passé occupait le moins de place possible. Il se maria en 1997 avec Sylvie, une enseignante rencontrée à l'université. Ils eurent 2 enfants, Léa et Tom. Jacques fut un grand-père distant mais présent lors des grandes occasions. Camille devint la marraine de Léa. La vie continua, douloureusement, incomplètement, mais elle continua. Camille resta à Nantes, ne parvenant pas à s'éloigner. Elle fit des études courtes en secrétariat, comme sa mère, et trouva un emploi dans une compagnie d'assurance. Elle ne se maria jamais, eut quelques relations qui ne durèrent pas. Ses amis disaient qu'elle semblait toujours attendre quelque chose, quelqu'un. Elle vivait dans un petit appartement dans le centre-ville, mais venait régulièrement voir son père. Ses visites étaient pénibles. Jacques et Camille s'asseyaient dans le salon, buvaient du thé, parlaient de tout et de rien, soigneusement en évitant le seul sujet qui les reliait vraiment. Les années 90 passèrent. Le nouveau millénaire arriva. Le monde changeait rapidement. Internet transformait la façon dont les gens communiquaient. Les téléphones portables devinrent omniprésents. La technologie qui aurait peut-être pu aider à retrouver Élise en 1989 n'existait tout simplement pas à l'époque. L'inspecteur Collet prit sa retraite en 2005. Avant de partir, il rouvrit le dossier Fontaine une dernière fois, relisant toutes les notes, réexaminant tous les éléments. Il ne trouva rien de nouveau. Le dossier fut archivé, classé parmi les dizaines d'autres disparitions non résolues. Des vies interrompues, des familles brisées, des questions sans réponse. Jacques vieillit seul dans sa maison. Il prit sa retraite en 2010. Ses collègues organisèrent un pot de départ, mais Jacques n'y resta pas longtemps. Il préférait la solitude, ou plutôt, il était habitué à elle. Ses journées suivaient une routine immuable. Lever à 7 heures, petit déjeuner, lecture du journal, courses au marché le mardi et le vendredi, visite hebdomadaire de Camille le dimanche. Ses rares conversations avec les voisins portaient sur la météo ou l'état de la rue. Il ne parlait jamais d'Élise. Son nom ne franchissait plus ses lèvres. Mais dans le secret de sa chambre, chaque soir, Jacques s'asseyait sur le lit et regardait le côté où Élise dormait autrefois. Il posait parfois sa main sur l'oreiller, comme si elle pouvait encore porter son empreinte après toutes ces années. Personne ne le voyait faire cela. Personne ne savait qu'il gardait dans le tiroir de sa table de nuit une petite photo d'eux deux, prise le jour de leur mariage en 1968. 2 jeunes gens souriants, pleins d'espoir, ignorant de ce que l'avenir leur réservait. En 2022, la santé de Jacques commença à décliner sérieusement. Un cancer du poumon fut diagnostiqué, trop tard pour un traitement curatif. Les médecins parlèrent de soins palliatifs, de temps compté. Mathieu revint plus souvent de Rennes. Camille passait tous les jours. Ils essayèrent de convaincre leur père d'aller dans une maison médicalisée, mais Jacques refusa catégoriquement. Il voulait rester chez lui, dans sa maison, jusqu'à la fin. Il mourut un matin de janvier 2023, dans son lit, paisiblement selon les infirmières, à domicile. Camille était là, tenant sa main. Les derniers mots de Jacques furent murmurés si doucement qu'elle dut se pencher pour les entendre. « Je suis désolé. » C'est tout ce qu'il dit. « Je suis désolé. » Camille pleura, ne comprenant pas vraiment ce qu'il voulait dire. Désolé de quoi? De les quitter? De n'avoir jamais retrouvé leur mère? Elle ne le saurait jamais. Les funérailles eurent lieu par un froid matin de janvier, une petite assistance, quelques anciens collègues, quelques voisins, la famille proche. Le prêtre parla de la dignité avec laquelle Jacques avait porté son fardeau, de sa fidélité, de son amour silencieux. Personne ne mentionna Élise directement, mais son absence planait sur la cérémonie comme elle avait plané sur toute la vie de Jacques pendant 34 ans.
Maintenant, Mathieu et Camille se retrouvaient face à une tâche qu'ils avaient repoussée pendant des années. Vider la maison familiale, la préparer pour la vente. Affronter enfin tous ces fantômes du passé qu'ils avaient soigneusement évités. Ni l'un ni l'autre ne voulaient garder cette maison. Elle portait trop de douleurs, trop de souvenirs inachevés. Il était temps de tourner la page, même si cette page était restée coincée pendant plus de 3 décennies. C'était un samedi matin de février 2023. Le ciel de Nantes était d'un gris uniforme, et une petite pluie fine tombait sans discontinuer, typique de l'hiver breton. Mathieu était arrivé de Rennes la veille au soir, avec Sylvie. Camille les avait rejoints tôt ce matin-là. Tous trois se tenaient dans le salon de la maison de la rue du Port-Guichard, regardant autour d'eux avec appréhension. Par où commencer? Comment trier une vie, 2 vies en réalité condensées dans ces murs? Ils décidèrent de procéder pièce par pièce. Le salon d'abord, puis la cuisine, ensuite les chambres à l'étage. Sylvie, avec son pragmatisme d'enseignante habituée à organiser, avait apporté des cartons et des marqueurs. À garder, à donner, à jeter. 3 catégories simples pour ranger des décennies d'existence. Le salon et la cuisine prirent toute la matinée. Chaque objet provoquait une discussion, un souvenir, parfois des larmes. Cette théière que leur mère utilisait le dimanche. Ces assiettes à fleurs qu'elle avait choisies lors d'une brocante. Ce vieux poste de radio que leur père écoutait religieusement chaque soir. Mathieu se montrait déterminé à tout jeter ou donner. Camille voulait tout garder. Sylvie jouait les arbitres, suggérant des compromis raisonnables. L'après-midi, ils montèrent à l'étage. La chambre de Mathieu d'abord, puis celle de Camille. Ces pièces étaient restées presque intactes depuis leur départ. Des posters d'anciens groupes de rock sur les murs de Mathieu, des rubans et des photos de spectacles de danse dans la chambre de Camille. Des capsules temporelles de leur adolescence, poussiéreuses et décolorées. Vers 16 heures, ils arrivèrent enfin à la chambre des parents. Mathieu ouvrit la porte lentement. La pièce sentait le renfermer malgré les visites régulières de Camille, qui aérait occasionnellement. Le lit était toujours là, avec sa couverture bordeaux usée. L'armoire en bois sombre. La coiffeuse avec son miroir ovale. La table de nuit de chaque côté du lit. Tout était resté exactement tel quel. Camille s'assit sur le lit et éclata en sanglots. C'était trop. Trop de souvenirs, trop d'absences, trop de questions sans réponse. Sylvie la prit dans ses bras et lui murmura des paroles apaisantes. Mathieu, lui, resta debout près de la fenêtre, les mâchoires serrées, regardant la rue en contrebas. Il ne pleurait pas. Il n'avait pas pleuré depuis des années, mais ses mains tremblaient légèrement. Ils commencèrent par l'armoire. Les vêtements de leur père d'un côté, ceux de leur mère de l'autre, intacts après toutes ces années. Les robes d'Élise sentaient encore vaguement son parfum, ou peut-être était-ce juste leur imagination. Ils décidèrent de tout donner à une association caritative. Camille garda juste un foulard bleu que sa mère portait souvent. Mathieu ne prit rien. Ensuite la commode. Les tiroirs contenaient des sous-vêtements, des maillots de corps, des chaussettes soigneusement rangées. Dans le tiroir du bas, ils trouvèrent des photos. Des albums entiers de photos de famille, leur naissance, leurs anniversaires, des vacances à la mer, des Noëls. Des moments ordinaires figés dans le temps. Ils passèrent 1 heure à les regarder, se remémorant cette époque où ils formaient encore une famille complète. Élise était sur presque toutes les photos, souriante, tenant ses enfants, posant avec Jacques. Une femme qui semblait heureuse. Était-elle vraiment heureuse? Ou cachait-elle déjà ce qui la rongeait? À 18 heures, épuisés émotionnellement, ils décidèrent de faire une pause pour dîner. Sylvie commanda des pizzas. Ils mangèrent en silence dans la cuisine, chacun perdu dans ses pensées. Camille proposa d'arrêter pour aujourd'hui et de revenir demain. Mais Mathieu voulait en finir. Plus vite ce serait terminé, mieux ce serait. Ils retournèrent dans la chambre vers 19 heures. Il restait la coiffeuse et les tables de nuit à vider. Dans la table de nuit de Jacques, ils trouvèrent la photo de mariage dont personne n'avait connu l'existence. Camille la tint entre ses mains, regardant ces 2 jeunes gens qu'elle ne reconnaissait presque pas. Son père avait gardé cela secret pendant toutes ces années, ce petit vestige de bonheur.
C'est Mathieu qui remarqua le premier que quelque chose n'allait pas avec le plancher. En déplaçant le lit pour pouvoir nettoyer derrière, il sentit que certaines lattes de parquet bougeaient sous ses pieds. Il s'agenouilla et appuya sur les planches. 3 d'entre elles étaient clairement descellées, mal fixées. Ce n'était pas normal dans une maison aussi bien entretenue. « Regardez ça !» dit-il à Camille et Sylvie. Elles s'approchèrent. Mathieu essaya de soulever une des planches. Elle résista un peu, puis céda avec un craquement. Dessous, il y avait un espace vide entre les solives, et dans cet espace, quelque chose de blanc était visible. Du papier. Le cœur de Mathieu se mit à battre plus fort. Avec précaution, il souleva les 2 autres planches descellées. L'espace était plus grand qu'il ne l'avait pensé, et là, soigneusement placé dans une enveloppe en plastique transparent pour la protéger de l'humidité, se trouvait une lettre. Mathieu la sortit lentement. L'enveloppe en plastique était poussiéreuse mais intacte. À travers le plastique, on pouvait voir une enveloppe blanche ordinaire. Et sur cette enveloppe, une écriture qu'ils reconnurent immédiatement. L'écriture de leur mère. 3 mots seulement, pour mes enfants. Camille porta sa main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Sylvie les regardait, ne sachant pas quoi dire ou faire. Mathieu tenait l'enveloppe entre ses mains tremblantes. Pendant 34 ans, cette lettre était restée là, sous les pieds de leur père, cachée dans le plancher. Jacques savait. Il savait forcément. Comment aurait-il pu ne pas savoir? « On l'ouvre » demanda Camille d'une voix à peine audible. Mathieu hocha la tête. Ils s'assirent tous les 3 sur le lit. Mathieu ouvrit délicatement le plastique protecteur, puis l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs pages couvertes de l'écriture fine et régulière de leur mère. Des pages datées du 14 mars 1989, la veille de sa disparition. Mathieu déplia les pages. Les mots dansaient devant ses yeux. Il dut cligner plusieurs fois avant de pouvoir commencer à lire. Sa voix était rauque, étranglée par l'émotion. Mais il lut. Et avec chaque phrase, chaque paragraphe, la vérité qu'ils avaient cherchée pendant tant d'années émergea enfin de l'obscurité. Mes chers Mathieu et Camille, si vous lisez ces mots, c'est que je ne suis plus là et que votre père n'est plus là non plus. J'ai demandé à Jacques de cacher cette lettre sous le plancher de notre chambre, avec pour seule instruction de la détruire si je revenais, ou de la laisser là jusqu'à sa mort. Je lui ai fait promettre de ne jamais vous la donner de son vivant. C'était ma façon de le protéger, de vous protéger, de protéger notre famille du jugement et de la douleur. Je ne sais pas par où commencer. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre un choix qui, je le sais, vous semblera monstrueux? Mais je vous dois la vérité, toute la vérité, même si elle arrive trop tard pour changer quoi que ce soit. Cela a commencé il y a environ 2 ans, en 1987. Au début, c'était juste une fatigue inhabituelle. Je me réveillais épuisé malgré une nuit complète de sommeil. Puis sont venus les tremblements, mes mains qui ne m'obéissaient plus complètement. Je les cachais en les gardant occupées, en les serrant, en les mettant dans mes poches. Personne ne remarquait, ou peut-être que personne ne voulait remarquer. Ensuite, j'ai commencé à oublier des choses, des petites choses d'abord. Où j'avais mis mes clés, ce que je devais acheter au marché, puis des choses plus importantes, des conversations entières s'effaçaient de ma mémoire. Je me retrouvais parfois dans une pièce sans me souvenir pourquoi j'y étais venu. C'était terrifiant. J'ai consulté un médecin en secret à Angers où personne ne me connaissait. Après des examens, beaucoup d'examens, le diagnostic est tombé en septembre 1988. Une forme précoce de démence dégénérative, à 42 ans. Le médecin m'a expliqué que c'était rare, mais pas impossible, que cela allait progresser, que dans quelques années, peut-être moins, je ne reconnaîtrais plus mon propre visage dans un miroir, que je deviendrais entièrement dépendante, que je perdrais tout ce qui fait de moi qui je suis. Je n'ai rien dit à votre père immédiatement. Comment annoncer une telle chose? J'ai essayé de continuer normalement, de cacher mes symptômes, mais c'était de plus en plus difficile. Les tremblements s'aggravaient, les oublis devenaient plus fréquents. Et il y avait autre chose. Des moments où je ne me contrôlais plus, des crises d'angoisse, des périodes de confusion où je ne savais plus où j'étais ni qui j'étais. J'ai fini par tout dire à Jacques en novembre 1988.
Ce fut la conversation la plus difficile de ma vie. Votre père, mon Jacques, si réservé, si peu démonstratif, s'est effondré. Il a pleuré dans mes bras quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il voulait que je consulte d'autres médecins, que je cherche un traitement, que je me batte. Mais je savais ce que signifiait ce diagnostic. J'avais fait mes recherches. Il n'y avait pas de traitement, juste une lente descente vers l'oubli. Ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas de mourir. C'était de vous voir me regarder sans me reconnaître, de devenir un fardeau, de vous obliger à prendre soin d'un corps vide, d'une coquille qui portait le visage de votre mère, mais qui n'était plus elle. Je ne voulais pas que vos derniers souvenirs de moi soient ceux d'une femme bavant dans un fauteuil, vous regardant avec des yeux vides, vous appelant par des noms qui n'étaient pas les vôtres. Mathieu, mon grand garçon sérieux, tu allais commencer l'université. Camille, ma petite danseuse, tu étais à un âge si fragile. Je ne pouvais pas vous imposer cela. Je ne pouvais pas détruire vos jeunes vies en vous transformant en soignant d'une mère qui ne serait plus une mère. Et Jacques, mon pauvre Jacques, je savais qu'il se sacrifierait complètement, qu'il abandonnerait tout pour moi, qu'il se perdrait lui-même dans le processus. J'ai pris ma décision en janvier 1989. J'ai expliqué mon plan à Jacques. Il a refusé, catégoriquement. Nous nous sommes disputés, encore et encore. Mais finalement, après des semaines de discussions, de larmes, de nuits blanches, il a compris. Il a compris que c'était mon choix, mon corps, ma vie, ma mort. Le plan était simple. Je disparaîtrais. Pour vous, pour le monde, ce serait un mystère. Vous me chercheriez, bien sûr, mais vous ne me trouveriez pas. Pas vivante. Et sans corps, vous garderiez l'espoir. Cet espoir douloureux, mais nécessaire. Vous garderiez le souvenir de la mère que j'étais, pas de la chose que je serais devenue. Jacques m'a aidé parce qu'il m'aimait, parce qu'il respectait ma volonté, et aussi, je le sais, parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de me voir disparaître lentement. Cette forme de mort aurait été plus cruelle pour lui que mon absence. Je ne peux pas vous dire exactement comment je vais faire. Jacques ne le sait pas non plus, c'était ma condition. Il ne devait pas être complice légalement, il ne devait rien savoir de précis. Juste m'aider à préparer, puis fermer les yeux. Demain, le 15 mars, je partirai de la maison, je ne rentrerai pas. Jacques trouvera cette lettre dans ma poche ce soir, et il la cachera comme je le lui ai demandé. Je veux que vous sachiez certaines choses. D'abord, je vous aime, plus que tout au monde. Chaque décision que j'ai prise l'a été pour vous protéger. Si cela vous semble égoïste, si vous pensez que j'aurais dû me battre, que j'aurais dû rester, je comprends votre colère. Mais sachez que j'ai pesé chaque option, et celle-ci, aussi terrible soit-elle, me semblait être la moins destructrice. Mathieu continue d'étudier l'histoire. Tu as ce don de comprendre le passé, de donner du sens aux événements. Utilise-le. Construis une vie riche et pleine. Ne laisse pas ma disparition définir qui tu es. Tu es tellement plus que le fils d'une femme disparue. Camille, ma douce Camille, je sais que cela sera le plus dur pour toi. Tu es si sensible, si ouverte émotionnellement. Ne ferme pas ton cœur. Continue de danser si tu le peux. Trouve quelqu'un qui t'aimera comme tu mérites d'être aimé. Ne passe pas ta vie à attendre un fantôme. Et Jacques, mon Jacques, si tu lis ces lignes par-dessus leurs épaules, ou si tu es parti et qu'ils découvrent enfin la vérité, sache que je ne t'en ai jamais voulu de ton silence. Tu as porté ce secret comme je te l'ai demandé. Tu as gardé notre accord. Tu as été plus fort que je ne l'aurais jamais espéré. Pardonne-toi maintenant, laisse-toi partir. Je dois vous dire quelque chose d'important. Ce matin du 15 mars, quand je vous ai embrassé avant que vous partiez à l'école, je le savais. Je savais que c'était la dernière fois. J'ai essayé de graver chaque détail dans ma mémoire pendant que je le pouvais encore. Le visage de Mathieu, déjà si sérieux à 17 ans, le sourire éclatant de Camille, si plein de vie. J'ai voulu vous le dire. J'ai voulu vous serrer dans mes bras et ne jamais vous lâcher. Mais je ne pouvais pas. C'était déjà assez dur comme ça. Vous vous demanderez peut-être pourquoi j'écris cette lettre si mon intention était que vous ne sachiez jamais. C'est parce que je ne pouvais pas partir sans laisser une trace de vérité quelque part, sans que quelqu'un un jour
sache ce qui s'est vraiment passé. Cette lettre est ma confession, mon testament, mon dernier acte de mère. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était bien ou mal. Je ne sais pas si vous pourrez me pardonner. Tout ce que je sais, c'est que chaque mère prendrait n'importe quelle décision pour épargner la souffrance à ses enfants, même la plus terrible, même celle-ci. Je vous imagine maintenant, lisant ces lignes. Vous êtes adulte. Peut-être avez-vous vos propres enfants. Peut-être qu'en les regardant, vous comprendrez un peu mieux pourquoi j'ai fait ce choix. Ou peut-être pas. Peut-être que rien ne pourra jamais justifier ce que j'ai fait. Sachez juste ceci. Chaque jour que j'ai vécu avec vous a été un cadeau. Chaque rire, chaque larme, chaque moment ordinaire était extraordinaire simplement parce que vous étiez là. Vous avez été ma plus grande fierté, mon plus grand amour, ma raison de me lever chaque matin. Et maintenant, alors que j'écris ces derniers mots, alors que demain approche, je ne regrette qu'une seule chose. Ne pas avoir eu plus de temps pour vous voir grandir, plus de temps pour vous connaître en tant qu'adulte, plus de temps pour vous dire combien vous comptez pour moi. Mais le temps, c'est une chose qu'on ne peut ni acheter ni négocier. Et le mien s'épuise plus vite que je ne l'aurais voulu. Alors je dis au revoir maintenant, par écrit, puisque je n'ai pas pu le faire en personne. Soyez heureux, vivez pleinement, aimez fort, et de temps en temps, quand vous penserez à moi, souvenez-vous de la mère que j'étais quand vous étiez petit. Pas de celle que je serais devenue. Je vous aime, toujours, même au-delà de la mémoire. Votre maman qui vous aimera éternellement, Élise PS. Jacques, mon amour, merci, pour tout. Pour avoir respecté mon choix, même quand cela te détruisait. Pour avoir gardé le secret même quand cela te rongeait. Pour avoir continué à vivre même quand tout en toi voulait t'abandonner. Je suis désolé de t'avoir laissé porter ce poids seul. Tu as été l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. Repose-toi maintenant. Nous nous retrouverons peut-être un jour, dans un endroit où la mémoire ne peut pas s'effacer. Le silence qui suivit la lecture de la lettre fut absolu. Mathieu tenait toujours les pages entre ses mains, les yeux fixés sur la dernière ligne sans vraiment la voir. Camille pleurait silencieusement, les larmes coulant sans interruption sur ses joues. Sylvie ne savait pas si elle devait rester ou partir, laissant le frère et la sœur seuls avec cette vérité dévastatrice. Ce fut Mathieu qui parla en premier, sa voix à peine audible. Il savait. Papa savait tout ce temps. Ce n'était pas une question. C'était une constatation lourde de toute la complexité que cela impliquait. Pendant 34 ans, Jacques avait porté ce secret. Chaque jour, chaque nuit, il avait vécu avec la connaissance de ce qui était arrivé à Élise, et il n'avait rien dit. « Comment a-t-il pu » demanda Camille, sa voix cassée par les sanglots. « Comment a-t-il pu nous laisser souffrir, nous laisser nous poser des questions, nous laisser imaginer toutes ces choses terribles ?» Elle se leva brusquement du lit, faisant les 100 pas dans la chambre. Nous avions le droit de savoir, nous avions le droit de lui dire au revoir. Mathieu secoua lentement la tête. Elle ne voulait pas. Elle a écrit qu'elle ne voulait pas qu'on la voie comme ça. Il relut une section de la lettre. Elle voulait qu'on garde le souvenir de la mère qu'elle était. « Mais c'était notre choix à nous aussi !» cria Camille. « C'était à nous de décider, pas à elle, pas à papa !» Elle s'effondra sur le fauteuil près de la fenêtre, secouée de sanglots. Sylvie s'approcha doucement et posa une main sur son épaule, ne sachant pas quoi dire face à une telle douleur. Mathieu continua de regarder la lettre. Son esprit d'historien, entraîné à analyser les documents, à comprendre le contexte, travaillait malgré l'émotion. Il se souvenait de ces derniers mois avant la disparition, les tremblements qu'il avait attribués à de la fatigue, les moments où sa mère semblait perdue, absente, les fois où elle avait oublié des choses simples. Comment avait-il pu ne pas voir ? Comment avait-il été si aveugle? Mais en même temps, il comprenait. En 1989, on ne parlait pas de démence précoce. On ne parlait pas de maladie mentale. C'était l'époque où ces choses se cachaient, se taisaient. Où avoir un tel diagnostic signifiait être enfermé dans une institution, loin des regards. Où les familles avaient honte de ces maladies comme si elles étaient contagieuses. Papa a respecté son choix, dit finalement Mathieu. Il l'aimait. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'elle demandait. Il leva les yeux vers Camille.
Ce n'était pas du courage ou de la lâcheté, c'était de l'amour, aussi tordu, aussi douloureux que cela puisse paraître. Camille le regarda à travers ses larmes. « Tu la défends? Tu défends ce qu'elle a fait ?»« Non, » répondit Mathieu doucement. « Je ne défends pas. J'essaie de comprendre. Il y a une différence. » Il posa la lettre sur le lit à côté de lui. Maman était malade, terrifiée. Elle voyait son esprit se désintégrer. Elle a pris la seule décision qu'elle pensait être la bonne pour nous protéger. Mais elle s'est trompée, insista Camille. On aurait pu être là pour elle. On aurait pu prendre soin d'elle. On aurait dû avoir ce choix. Ils restèrent silencieux un long moment, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, la pluie continuait de tomber doucement sur Nantes. La ville poursuivait sa vie ordinaire, ignorante du drame qui se jouait dans cette petite chambre d'une maison de Chantenay. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » dit soudain Mathieu. « Où est-elle allée? Qu'est-elle devenue? Maman écrit qu'elle ne dit pas exactement comment elle va le faire, qu'elle ne voulait pas que papa soit complice. » Il regarda sa sœur. « Où peut-on aller pour disparaître en 1989 sans laisser de traces ?» Cette question les hanta pendant les jours qui suivirent. Ils contactèrent l'ancienne équipe d'enquêteurs, mais la plupart étaient à la retraite ou décédés. Le dossier fut rouvert, mais avec peu d'espoir de découvrir quoi que ce soit de nouveau après tant d'années. La lettre prouvait un suicide planifié, mais sans corps, sans lieu, sans méthode identifiée. Il n'y avait rien de concret à investiguer. Mathieu, avec son esprit méthodique, commença à faire des recherches. Les hôpitaux psychiatriques de la région, les centres de soins, les foyers, mais rien. Aucune admission sous le nom d'Élise Fontaine ou sous un nom qui aurait pu être un alias. Elle avait vraiment disparu sans laisser de traces. Une théorie émergea progressivement. Élise avait peut-être rejoint un lieu isolé, loin de Nantes, où elle savait que son corps ne serait pas trouvé rapidement ou facilement. Une forêt profonde, une grotte, un endroit où la nature reprendrait ses droits. C'était une pensée terrible, mais aussi étrangement paisible. L'idée qu'elle était retournée à la terre, quelque part, libre de la maladie qui aurait détruit son esprit. Les semaines passèrent. Mathieu et Camille durent prendre des décisions pratiques. Que faire de la maison? Que faire des affaires? Et surtout, que dire au monde? La vérité était complexe, difficile à expliquer. Comment raconter cette histoire sans porter de jugement, sans révéler les détails les plus intimes? Ils décidèrent finalement de garder la lettre privée. C'était le dernier souhait de leur mère, en quelque sorte, que seuls ses enfants et son mari connaissent la vérité. Pour les autorités, pour les voisins, pour la presse qui montrait encore un intérêt occasionnel pour ce vieux cold case, ils dirent simplement qu'ils avaient trouvé des documents personnels suggérant que leur mère avait souffert d'une maladie non diagnostiquée et qu'elle avait pris la décision de partir de son propre chef. Pas tous les détails, pas la lettre complète. Juste assez pour clore le dossier. Camille mit longtemps à faire son deuil. Elle alla voir un psychologue, quelque chose qu'elle aurait dû faire des années auparavant. Elle parla de sa colère, de sa tristesse, de son sentiment d'abandon, mais aussi, progressivement, de sa compréhension. Elle réalisa que sa mère l'avait aimée suffisamment pour vouloir la protéger, même si la méthode choisie était discutable. Elle commença à accepter que l'amour maternel pouvait prendre des formes qu'on ne comprenait pas toujours. Mathieu, lui, retourna à ce qu'il faisait de mieux, la recherche. Il écrivit un article académique sur les maladies neurodégénératives précoces et le stigma social dans la France des années 80. Il n'utilisait pas l'histoire de sa mère directement, mais toute sa recherche était imprégnée de sa nouvelle compréhension. L'article fut publié dans une revue médicale et historique. Plusieurs lecteurs lui écrivirent pour partager leurs propres histoires de famille, de secrets gardés, de choix impossibles faits par des gens ordinaires face à des circonstances extraordinaires. La maison de la rue du Port-Guichard fut finalement vendue en mai 2023. Une jeune famille l'acheta, attirée par son caractère ancien et son emplacement. Mathieu et Camille ne leur racontèrent pas l'histoire complète, juste qu'elle avait appartenu à leurs parents pendant des décennies. Les nouveaux propriétaires prévoyaient de rénover entièrement, de moderniser, de transformer cet espace chargé d'histoire en un foyer contemporain.
Avant de remettre les clés, Mathieu et Camille retournèrent une dernière fois dans la chambre du premier étage. Le plancher avait été refixé, les planches remises en place. Personne ne saurait jamais que sous ces lattes de bois avait été caché un secret pendant 3 décennies. Ils restèrent là quelques minutes en silence, chacun disant au revoir à sa façon. « Tu crois qu'elle est en paix maintenant ?» demanda Camille doucement. Mathieu réfléchit avant de répondre. « Je crois qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste, et papa aussi. Ils ont tous les deux porté un fardeau que nous ne pouvons qu'imaginer. » Il passa son bras autour des épaules de sa sœur. « Maintenant, c'est à nous de décider comment vivre avec cette vérité, de ne pas la laisser nous détruire, comme elle a failli détruire papa. » Ils sortirent de la maison pour la dernière fois. Le printemps était arrivé à Nantes. Les arbres de la rue du Port-Guichard étaient en fleurs. Des enfants jouaient sur le trottoir, leur rire résonnant dans l'air doux. La vie continuait, comme elle le fait toujours, indifférente aux drames personnels qui se jouent derrière les portes closes. Quelques mois plus tard, Camille reprit la danse. Pas de façon professionnelle, mais dans un cours pour adultes. Elle découvrit que bouger son corps, exprimer ses émotions à travers le mouvement, l'aidait à guérir. Elle pensa à sa mère qui l'avait encouragée tant d'années auparavant. Et pour la première fois depuis la lecture de la lettre, elle sourit en pensant à elle. Mathieu écrivit à ses enfants, Léa et Tom, maintenant assez grands pour comprendre. Il leur raconta l'histoire de leur grand-mère qu'ils n'avaient jamais connue. Il leur parla de la maladie, du choix, du secret. Il voulait qu'ils sachent que les familles sont complexes, que l'amour peut prendre des formes imparfaites, que parfois il n'y a pas de bonne réponse aux questions impossibles. La lettre originale fut placée dans un coffre à la banque. Mathieu et Camille avaient décidé de la conserver, mais pas de la relire trop souvent. C'était un document trop douloureux, trop chargé émotionnellement. Peut-être qu'un jour, dans de nombreuses années, leurs propres enfants la découvriraient et essaieraient de comprendre à leur tour. C'était l'héritage étrange que leur avait laissé Élise Fontaine. Pas de l'argent, pas des objets, mais une vérité difficile sur la nature de l'amour, du sacrifice et de la dignité humaine. L'histoire d'Élise Fontaine, qui avait disparu un jour de mars 1989, était devenue une histoire de 2 disparitions. Celle de la femme qui était partie pour ne pas devenir un fardeau, et celle de l'homme qui avait gardé son secret jusqu'à sa mort. 2 personnes qui s'étaient aimées suffisamment pour faire des choix qui les avaient détruits tous les 2, dans l'espoir de protéger ceux qu'ils aimaient le plus. Et maintenant, 34 ans plus tard, sous le plancher d'une maison de Nantes, le secret était enfin révélé. Non pas par un inspecteur brillant ou une découverte fortuite, mais simplement parce que le temps avait fait son œuvre. Les gardiens du secret étaient partis, et la vérité, comme elle le fait toujours finalement, avait trouvé son chemin vers la lumière. Ce cas nous montre à quel point les secrets de famille peuvent peser sur plusieurs générations, et comment la maladie mentale était entourée de stigmatisation dans les années 80. L'histoire d'Élise Fontaine soulève des questions profondes sur l'autonomie personnelle, sur le droit de choisir sa propre fin face à une maladie dégénérative et sur le poids du silence. Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise, à la place de Jacques? Pensez-vous qu'il aurait dû révéler la vérité à ses enfants ou a-t-il bien fait de respecter les dernières volontés de sa femme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si ce récit vous a fait réfléchir et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux histoires vraies et aux dilemmes moraux complexes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette enquête bouleversante.